L'intelligence artificielle générative, on en entend parler absolument partout. C'est la nouvelle révolution, un truc presque magique. Mais au fond, c'est quoi, vraiment? Allez, on va laisser la science-fiction de côté un instant pour comprendre comment ça marche et surtout, comment on peut s'en servir intelligemment. Oui, c'est la grande question. Parce qu'on a tous cette image en tête d'une technologie un peu magique qui peut tout faire. Sauf que la réalité, elle est bien plus nuancée que ça. Alors on va creuser un peu pour y voir plus clair. Alors, pour commencer, revenons aux bases. Pour bien saisir ce qu'est l'IA générative, il faut déjà qu'on soit au clair sur ce que c'est que l'IA tout court. Ok, le premier piège à éviter, et c'est vraiment le plus grand, c'est de s'imaginer l'IA comme une sorte de cerveau humain. Non, en réalité, c'est un outil, certes hyper puissant, qui est conçu pour apprendre, mais qui ne pense pas du tout comme nous. Sa carte de compétences, si on veut, n'a rien à voir avec la nôtre. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet. Le mot-clé, c'est générative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est capable de créer. Ce n'est pas un simple copier-coller, attention. Le système analyse des quantités astronomiques de données, il en déduit des règles, des structures, des motifs, et ensuite, il recompose tout ça pour produire quelque chose de totalement nouveau en se basant sur ce qui est le plus probable statistiquement. Finalement, le processus est assez simple à comprendre. D'abord, on lui donne une instruction, c'est ce qu'on appelle le prompt. Ensuite, l'IA va piocher dans son énorme base de données, le dataset, et à la fin, elle génère une réponse qui, d'un point de vue purement statistique, a le plus de chances d'être la bonne par rapport à la demande. C'est juste des probabilités, mais à une échelle gigantesque. Alors, ça a l'air tout nouveau, tout droit sorti d'un film de science-fiction, mais en fait, l'histoire de l'IA est assez longue. Par contre, ce qui est fou, c'est l'accélération vertigineuse de ces toutes dernières années. Allez, petit retour en arrière très rapide. On voit bien, l'idée ne date pas d'hier, ça remonte aux années 50. Mais regardez bien la courbe. À partir de 2018, ça s'emballe complètement. Et le vrai point de bascule, le moment où tout change, c'est 2022. C'est là que ces outils sont devenus accessibles au grand public. Et c'est là que le monde a en quelque sorte basculé. Et qui est-ce qu'on trouve derrière cette révolution? Eh bien, sans surprise, ce sont les géants de la tech. Ils sont lancés dans une course effrénée à l'innovation. On a d'un côté OpenAI, avec le soutien de Microsoft, qui affronte Google et son modèle Gemini. Et pendant ce temps, Meta essaie de jouer une carte différente, celle de l'open source, avec ses modèles Llama. C'est une vraie bataille de titans. Bon, maintenant que les bases sont posées, on va aborder la partie un peu moins glamour, la partie la plus critique en fait. Parce que derrière cette façade vraiment impressionnante, l'IA cache une face cachée, avec des risques bien réels qu'il est absolument crucial de comprendre. Cette citation, elle est parfaite. Il faut imaginer une frontière dentelée. C'est la meilleure image possible pour décrire comment l'IA fonctionne. Ça veut dire qu'elle peut être absolument géniale pour écrire un poème complexe et la minute d'après, se planter complètement sur une simple liste de courses. C'est cette imprévisibilité, c'est ça son plus grand danger. Premier risque, et c'est la règle numéro 1, la plus importante de toutes. Il faut partir d'un principe très simple. Tout ce qui est tapé dans un outil d'IA public n'est plus privé. C'est aussi simple que ça. Voilà le scénario catastrophe. On pense gagner du temps et on se retrouve avec une fuite de données majeure. Et attention, même si on prend soin d'enlever les noms, le simple fait d'utiliser un compte professionnel peut suffire à tout relier à son entreprise si jamais il y a un piratage. Donc, la prudence, c'est vraiment le maître mot. Deuxième gros risque, la fiabilité. Il faut bien se mettre en tête que ce que produit une IA est par nature faillible. Ça peut être biaisé, ça peut être incomplet et ça peut même être complètement faux. Il y a 3 raisons principales à ça. D'abord, ce qu'on appelle les hallucinations. En gros, l'IA invente des trucs qui ont l'air vrais avec un aplomb déconcertant. Ensuite, les biais. Forcément, si on la nourrit avec des données qui sont biaisées, ses réponses le seront aussi. Et enfin, l'effondrement de mode, un peu plus technique, mais en gros, elle peut se bloquer et oublier une partie du problème en répétant sans cesse des réponses limitées. Et c'est ça le vrai danger. Une IA ne dira jamais « je ne sais pas ». Jamais. Elle préférera toujours inventer une réponse qui a l'air crédible et elle le fera avec une assurance totale. Les conséquences, on l'imagine, peuvent être désastreuses. La leçon à retenir? Vérifier. Toujours vérifier. Troisième risque, et là on entre dans un vrai casse-tête juridique, la propriété intellectuelle. Le problème est double. D'un côté, l'IA s'entraîne sur des millions de contenus, qui ne sont pas tous libres de droit, loin de là. Et de l'autre, la grande question, à qui appartient ce que l'IA crée? Et là, la réponse est souvent très flou. Ça, c'est un point absolument crucial que beaucoup de gens oublient. Il suffit de lire les petites lignes des conditions d'utilisation. Très souvent, et surtout avec les versions gratuites, ce n'est pas la personne qui utilise l'IA qui est propriétaire du résultat, mais l'entreprise qui a créé l'outil. C'est bon à savoir. Quatrième et dernier risque,
un auquel on ne pense pas souvent, parce que tout ça a l'air très virtuel, immatériel. Mais le coût environnemental de ces technologies, il est énorme. Entraîner ces modèles, les faire tourner, ça consomme une quantité d'énergie absolument phénoménale. Juste pour donner un ordre d'idée, 500 tonnes, c'est la quantité de CO2 qui a été émise juste pour entraîner le modèle GPT-3. 500 tonnes, mais bon, dit comme ça ne parle pas forcément beaucoup. Concrètement, ça représente quoi? Voilà, c'est l'équivalent des émissions de 123 voitures qui roulent pendant un an. Ça aide à visualiser l'impact. Et le pire, c'est que ce n'est qu'un début. Chaque nouvelle version de ces modèles est encore plus gourmande en énergie. Donc non, l'IA n'est pas immatérielle, son empreinte écologique est bien réelle. Bon, alors face à tous ces risques, la question c'est, est-ce qu'on doit tout jeter à la poubelle? La réponse est non, bien sûr. L'idée, ce n'est pas du tout de diaboliser l'outil, mais plutôt d'apprendre à s'en servir, mais à s'en servir de manière responsable et surtout éclairée. Alors, comment on fait concrètement? On peut résumer ça en 4 règles d'or très simples. 1. La confidentialité. On ne met jamais de données sensibles. 2. La fiabilité. On vérifie tout. 3. La transparence. On dit quand on a utilisé l'IA. Et 4, peut-être la plus importante, la pertinence. Est-ce que j'ai vraiment besoin de l'IA pour ça, ou est-ce qu'un simple post-it ne ferait pas l'affaire? Mais s'il y a une chose à retenir, c'est ça. L'IA, ce n'est qu'un outil. Un peu comme un traitement de texte ou un correcteur d'orthographe, mais en beaucoup plus puissant. Au bout du compte, la responsabilité du résultat, qu'elle soit professionnelle, morale ou éthique, elle revient toujours à l'humain qui est derrière. Et c'est ça, la question finale. L'IA est un outil surpuissant, pas un créateur. Son potentiel est immense, oui, pour le meilleur et pour le pire. La technologie n'est pas aux commandes, c'est nous qui tenons le volant. La vraie question, ce n'est donc pas de savoir ce que l'IA peut faire, mais plutôt de se demander ce que nous allons choisir d'en faire. Sommes-nous prêts à assumer cette responsabilité?